Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Gilles Gascon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Priest, le président de Métropositive, le groupe qui contient notamment LR à la métropole. Alors le sujet à la métropole ces dernières semaines, c'était évidemment le budget de la métropole qui a été voté avec de sérieuses économies. Vous avez voté contre, pourtant la métropole a annoncé 60 millions d'euros d'économies, puis des mesures qui avaient quelques échos à droite, comme le non-remplacement d'un fonctionnaire partant à la retraite sur deux. Ce n'était pas des bonnes mesures ? Non, ce budget qui a été voté, bien sûr, nous emmène droit dans le mur. Les choix politiques qui ont été ceux de l'exécutif actuel ne sont pas les bons. Donc, bien sûr que la collectivité métropolitaine est touchée de plein fouet, comme les communes, mais les économies ne vont pas dans le bon sens, dans la bonne direction. Je vais vous donner un exemple tout simple. Quand on veut faire des économies, on se contente de pouvoir continuer à fonctionner comme pour le Citral dans le siège actuel. Là, une dernière délibération au Citral annonce le déménagement des bureaux pour un montant de 43 millions d'euros. Est-ce que c'était le moment ? Quand on connaît les problématiques de fonctionnement du métro, de certaines lignes de métro, de tramway, etc. Non, il y a des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Là, c'est le budget du Citral, mais sur le budget de la métropole... Oui, mais enfin, le métro alimente le Citral. Ce qui a été préservé, c'est notamment toute la politique sociale. Ça a été... Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, puisqu'il y a des coupes au niveau des CCAS. Suite Saint-Priest a une coupe. On ne diminue pas le nombre d'aidants, mais par contre, on diminue le nombre de salariés qui peuvent, eux, pour le coup, aider sur le terrain. Donc, est-ce que c'est la bonne solution ? Non. Quels arbitrages vous auriez fait, vous ? Non, il y a des arbitrages qui auraient pu être très directs, comme les autoroutes à vélo, qui ont été décriées ces derniers mois et ces dernières années. Un demi-milliard d'euros pour les autoroutes à vélo, c'est trop, c'est beaucoup trop. Qu'on fasse du vélo... Dans ce plan d'investissement, on était à 280 millions en début de mandat et finalement, ce sera 200 millions d'euros réalisés. Ça, c'est pour les voies lyonnaises. Maintenant, il faut effectivement regarder le plan vélo dans son ensemble. Il est bien d'un demi-milliard d'euros sur le mandat. Pour vous, c'est trop. C'est ça que vous auriez arrêté ça. J'aurais certainement freiné. En tout cas, personnellement, je ne l'aurais pas lancé déjà. Il y a des améliorations à faire. Il y a des pistes cyclables existantes qui, elles, méritent de pouvoir être remises en état, sécurisées pour les passionnés de vélo. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on reconstruit à côté et du coup, on dépense beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent sur ce plan vélo. Parmi vos oppositions, il y a aussi la zone à faible émission. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un sujet sur la pollution dans l'agglomération lyonnaise ? Mais je crois que nous sommes tous d'accord sur le sujet de la ZFE. On est pour une ZFE, de manière à pouvoir contrôler le dioxyde, les NOx, etc., etc. La loi climat et résilience, pour le coup, est plutôt bien faite. La problématique, c'est que l'exécutif métropolitain n'était pas obligé d'augmenter le périmètre, d'augmenter les jours auxquels la loi exige de ne pas rentrer dans la métropole. Un exemple tout bête, la loi climat et résilience n'oblige pas de fermer la métropole le samedi et le dimanche, ne serait-ce que pour les commerçants. La loi climat et résilience n'oblige pas de fermer la M6, ni la M7, ni le périphérique. Donc aujourd'hui, on se retrouve, personnellement sur Saint-Priest, dans ma commune, nous avons 30% des véhicules qui sont en vignette critère 3 qui sont bloqués. Donc, comme je le dis classiquement, on est dans une maison, on dit à tout le monde, vous avez accès à toutes les pièces, pour le coup, vous n'empruntez pas le couloir. Et en plus de ça, en parallèle, nous n'avons pas les transports en commun adaptés pour ne plus prendre la voiture. Est-ce qu'il ne fallait pas des mesures un peu fortes quand on voit, alors, sur le bilan de la pollution qui a été fait par Atmo Lyon en fin d'année dernière, il y a une baisse sur la plupart des critères, mais pas sur les particules fines, et on sait que la population automobile est importante en la matière, puis le résidentiel avec le chauffage au bois. Nous avons fait faire une étude avec plusieurs communes qui sont traversées par la 46. Il y a des capteurs qui ont été installés le long de la rocade, le long de la 46. L'étude, elle est claire. Atmo nous l'a rendue. Il y a plus de véhicules et il y a moins de pollution. C'est bien qu'à un moment donné, les efforts technologiques qui ont été faits sur les moteurs
et sur les véhicules proprement dit, portent leurs fruits. Cette ZFE qui a été mise en place, elle est très récente. Et la pollution qui baisse aujourd'hui n'est pas un effet direct des mesures qui ont été mises en place par la métropole de Lyon. Parmi les oppositions que vous avez eues récemment, il y a le plan de mobilité des territoires, il y a aussi le SCOT. Ce sont des schémas d'aménagement à long terme de la métropole. Pour vous, ils ne vont pas dans la bonne direction? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Non, c'est pas de dire de critiquer pour critiquer ou de faire de la mauvaise politique politicienne. À un moment donné, il faut être concret. On construit ce schéma d'orientation territoriale qui, alors pour le citoyen lambda, il n'existe pas, c'est de l'abstrait, mais pour nous, il est concret. On ne peut pas construire des territoires, des projets de territoire, sans tenir compte de ce que les maires proposent pour leur territoire. On va à l'encontre de ce qui se fait couramment. Encore un exemple, le développement économique. Nous avions 300 et quelques hectares qui étaient inscrits sur le développement économique sur le SCOT actuel. Et demain, le prochain SCOT prévoit un tiers de développement économique de moins. Donc si nous faisons un calcul assez rapide et très simple, cette répartition d'hectares va nous emmener une fois de plus dans le mur, puisque d'ici 5 à 6 ans, nous n'aurons plus de foncier pour le développement économique disponible, donc ce qui veut dire plus de création d'emplois. Le résultat, c'est la décroissance. C'est ce que veulent aujourd'hui l'exécutif. Il peut y avoir aussi un développement plus dense, notamment dans les zones commerciales qui se font désormais sur plusieurs étages, plutôt que toujours un étalement urbain qui consomme des terres dont on a besoin par ailleurs. On est complètement d'accord sur le sujet, sauf que le message qui est envoyé aujourd'hui au monde économique n'est pas le bon. Oui, le mode de consommation dans les grandes surfaces a évolué, il a changé, il y a des choses qui vont être à revoir. Les milliers de places de parking, l'étalement du stationnement est certainement quelque chose qu'il faut revoir et qui d'ailleurs certaines grandes surfaces spécialisées s'en occupent aujourd'hui. Alors c'est pas logique de réduire le nombre de zones commerciales, le nombre de terrains artificialisés? Bien sûr, on parle de réindustrialisation et on enlève du développement économique, enfin du foncier. Non, c'est pas du tout le bon message. Si on est sur les questions commerciales, un mot sur Villefontaine et The Village. Il y a une demande d'ouverture le dimanche. On n'a pas forcément compris la position de l'opposition. On a reçu Jean-Jacques Célès de votre groupe Métropositif qui dit bon, notre groupe, c'est clair, on est pour l'ouverture le dimanche de The Village. Il faut que les gens puissent aller dans les commerces qu'ils souhaitent. On a entendu surtout beaucoup de critiques de l'opposition de Grégory Doucet ou de Bruno Bernard. Donc au final, vous êtes pour ou contre cette ouverture le dimanche? Il y a une loi qui existe aujourd'hui, nous la votons dans tous les conseils municipaux de France, c'est la possibilité de donner un nombre d'ouvertures le dimanche aux grandes surfaces. Je pense qu'il faut respecter cette loi. The Village doit pouvoir ouvrir de la même manière que d'autres centres commerciaux dans la périphérie de Lyon, mais certainement pas, je ne pense pas, tous les dimanches. On a un commerce lyonnais de presqu'île et de première couronne à préserver. Donc je pense certainement qu'il est important de pouvoir aussi réguler tout ça d'une manière intelligente. Et donc Grégory Doucet et Bruno Bernard ont raison là-dessus? Ah bah il y a des fois on peut se retrouver, oui. C'est rare, mais on peut se... Oui. On n'a pas vu d'initiative commune en la matière. On a plutôt, quand ils sont opposés, qu'ils ont écrit à la préfète pour dire qu'il fallait pas ouvrir le dimanche, on a entendu beaucoup d'élus de droite, notamment Sébastien Michel, critiquer avant tout Grégory Doucet, dénoncer son hypocrisie, selon lui, dans le soutien des commerces locaux. Est-ce que c'est la méthode la plus efficace quand on a une bataille à mener contre l'ouverture le dimanche? Il y a des positions qui sont prises et je pense qu'ils sont juste naturelles. Après, si on veut parler de courrier qu'on va envoyer à la métropole, on parlait de la ZFE. Nous allons, tous les conseils municipaux qui font partie des communes, des maires qui ont fait partie des maires frondeurs, vont passer dans leurs prochains conseils municipaux une demande de moratoire et de revoyure de l'ensemble de la ZFE. Oui, voilà, ça fait partie des sujets sur lesquels on reste attaché aussi. Un mot sur les prochaines élections municipales et surtout métropolitaines. D'abord sur le calendrier. Il y a un débat pour savoir quand elle va avoir lieu. Pour vous, est-ce qu'elle doit avoir lieu en même temps que les prochaines municipales en mars prochain? Alors,
sauf erreur de ma part, la commission des lois s'est emparée du sujet assez récemment. Et avant le 7 avril, ils doivent se retrouver pour justement essayer de trancher sur, si on veut parler de la loi PLM. C'est pas trop tard pour changer les règles du jeu? Alors, c'est pas trop tard. Ça fait quand même un moment que les sénateurs ont planché sur le dossier. On a vu François-Noël Buffet travailler le sujet, Étienne Blanc travailler le sujet également. Le président de la République s'est emparé du sujet également. En général, on ne change pas les règles d'une élection à moins d'un an du scrutin. Ouais, alors les choses ont un peu évolué parce que précédemment, c'était un an. Là, aujourd'hui, la règle, elle est différente, c'est 6 mois avant. Donc, ce qui nous laisse encore quelques semaines, voire 2-3 mois pour arriver à caler les choses. Moi, je serais effectivement pour qu'il y ait une décorrélation entre l'élection municipale et l'élection métropolitaine, de manière à ce que les gens puissent comprendre vraiment ce que sont les enjeux. Vous aimez bien Bruno Bernard et vous voulez qu'il reste plus longtemps à la tête de la métropole? Non, je parle 2 ou 3 mois, je ne parle pas de 2 ans. Non, certainement pas. Alors, juste 2-3 mois, c'est pas les mettre en même temps que l'élection des conseils généraux, oui, comme ça peut être évoqué. Oui, tout à fait. Mais ce qui permettra d'avoir une vraie campagne et de pouvoir discuter des vrais sujets avec les gens qui sont au quotidien confrontés aux règles du jeu de la métropole. Et une question plus personnelle, est-ce que vous avez renoncé à briguer un jour la présidence de la métropole? Aujourd'hui, nous avons une chef de file qui est Véronique Sarcelli, qui fait un travail formidable. On est dans la lancée de ce que j'avais engagé en prenant la présidence des Républicains à la métropole de Lyon. Et on travaille ensemble et on continuera à travailler ensemble jusqu'au bout. Y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas le sujet. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir arriver à rassembler, parce que là, nous aurions et nous avons une vraie opportunité pour 2026. Donc votre candidate l'année prochaine, ce sera Véronique Sarcelli, quoi qu'il arrive. Véronique ou moi ou Véronique. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, Véro fait un travail exceptionnel et je l'accompagne dans cette direction, il n'y a pas de problème. Avec un ticket dont on parle de plus en plus avec Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie de Lyon? Alors, Monsieur Aulas, Monsieur le Président est en train de se poser, je pense, les dernières questions pour valider sa candidature. Et pour avoir échangé avec le monde politique lyonnais et métropolitain, je pense qu'on se retrouvera, s'il le décide, tous derrière lui, parce que ça reste un candidat très sérieux. Vous avez échangé récemment avec Jean-Michel Aulas? Oui, semaine dernière, oui. Vous le sentez déterminé à se présenter? Je le sens déterminé. Il faut que toutes les conditions soient bien réunies autour de sa candidature. Et je pense que la photo de famille sera suffisamment intéressante pour prouver qu'on est rassemblé derrière un candidat qui aujourd'hui est rassembleur et a la possibilité de faire renverser la table. Et juste une dernière question. Vous avez accueilli un meeting de Bruno Retailleau dans le cadre de la campagne interne à la tête de LR. Pensez qu'il peut l'emporter face à Laurent Wauquiez? Oui, je pense. Ministre Retailleau, aujourd'hui, est quelqu'un qui est respecté, qui est entendu, qui est écouté. On voit bien les dossiers qu'il a pris en main ces dernières semaines, qui sont des dossiers qui restent quand même très compliqués, que personne jusqu'à aujourd'hui n'avait eu peut-être le courage d'y aller. C'est un homme de conviction, il a une colonne, oui, je pense. Oui. Gilles Gascon, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.